Mesdames et messieurs, nous accueillons à présent pour aborder d'autres volets de la situation dans la région des Grands Lacs avec l'audition de l'ambassadeur du Rwanda en France, M. François Kulikiyum Fura. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, de participer à cette audition. Nous avons ce matin, depuis 9 heures, pu échanger avec le gouverneur de la province du Sud Kivu, qui a livré un certain nombre d'éléments. Je propose assez vite, si vous voulez bien, de vous entendre sur la situation actuelle, sur la situation aujourd'hui militaire, mais également sanitaire, humanitaire, parce que les drames continuent, de nombreux morts tous les jours, une aide humanitaire aujourd'hui qui n'est pas suffisante, voire interrompue dans un certain nombre de villes du nord et du sud Kivu, et puis un certain nombre de questions qui se posent aujourd'hui sur la situation. Comment vous, représentant le gouvernement du Rwanda, voyez la résolution de cette situation qui est connue, documentée depuis maintenant une trentaine d'années, avec des éléments nouveaux depuis 2021 et particulièrement depuis la percée du M23 et la prise de Goma et de Bukavu et des percées aujourd'hui qui continuent de se faire sur le sol de la RDC. Ce qu'on aimerait également avoir comme élément, c'est les relations, le lien qui lie le Rwanda avec le M23. Voilà, beaucoup de choses paraissent dans la presse, des documents, des résolutions de l'ONU également font état de liens très précis et étroits entre le Rwanda et le M23. Quelle est votre position là-dessus? Et puis également la résolution 2773 du 21 février 2025 qui demande expressément aux forces extérieures de la RDC de se retirer et d'avoir un cessez-le-feu immédiat. Quelle est votre position également sur cette résolution? Voilà pour commencer. Je vous laisse la parole et puis ensuite, j'explique la règle. Chaque groupe politique a désigné un orateur qui posera une question sur une durée de 2 minutes 30. Vous aurez à chaque fois la possibilité de répondre à chaque intervention, comme un dialogue. Et puis ensuite, dans une troisième séquence, chaque député, de façon individuelle, peut prendre la parole et vous poser des questions. Voilà, tout cela sur une durée environ d'une minute, 1h40, 1h45, si on arrive à tenir ce timing. Monsieur l'ambassadeur, merci encore de votre présence. Et puis, je salue les représentants également de votre ambassade qui sont avec vous. Et je vous laisse la parole pour une durée d'une quinzaine à vingtaine de minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Je vous remercie pour votre invitation et pour l'opportunité offerte au Rwanda par ma voix de vous présenter le point de vue de notre pays sur ce conflit qui ravage notre sous-région. Je tiens à vous remercier sincèrement pour la... Excusez-moi. Je crois qu'il y a un problème de... Voilà. On va régler les questions techniques. Vous avez un certain nombre d'illustrations... C'est ça. Oui, non, c'est bon. Elles sont connectées? Oui, très bien. Voilà. Oui, tout d'abord, je tenais à vous remercier pour cette invitation et l'opportunité qui m'est offerte de partager avec vous, très chers parlementaires, la position du Rwanda sur le conflit actuel à l'est de la RDC. Un conflit qui tire ses racines dans l'histoire complexe de notre région et qui requiert une lecture fine, sans raccourcis et sans préjugés hasardeux. Depuis février 2022, une guerre fait rage aux portes de l'Union européenne, à 2400 km d'ici, en Ukraine. Pour de nombreux responsables politiques, cette guerre constitue une menace existentielle pour l'Europe. De manière similaire, mesdames et messieurs, depuis maintenant 3 décennies, le Rwanda fait face à une menace existentielle à sa frontière avec la RDC. Et ça à 170 km de notre capitale. Une distance, mesdames et messieurs les députés, équivalente à celle entre Paris et Reims. Au vu de cette menace, le Rwanda a dû adopter
en conscience et en responsabilité, des mesures de défense pour protéger sa souveraineté ainsi que son intégrité territoriale. Mais quelle est la nature de cette menace, me direz-vous? Vous me demanderez également ce que cela a concrètement à voir avec le conflit dans l'Est de la RDC. Permettez-moi une remise en contexte qui, pour nous, est très importante. La menace est apparue à la suite du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Chacun d'entre nous se souvient de l'horreur de 100 jours où plus d'un million d'hommes, de femmes et d'enfants furent systématiquement massacrés pour la seule et simple raison qu'ils étaient nés Tutsis. Le Rwanda a sombré dans l'horreur, abandonné par une communauté internationale qui avait vu les signes annonciateurs du génocide, mais qui a choisi de détourner le regard. Et c'est profitant de cette atonie, parfois même de cette complicité, que les responsables de ces massacres ont pu fuir et trouver refuge à l'est de la RDC. Oui, cela fait plus de 30 ans que ces milices responsables du dernier génocide du XXe siècle se regroupent, se réorganisent et se réarment pour terminer le travail. Autrement dit, mesdames et messieurs, pour revenir et exterminer les Tutsis. Malgré un statut d'organisation terroriste reconnu par les États-Unis, reconnu par les Nations Unies, et ainsi que des sanctions émises par l'Union européenne, les FDLR continuent à jouir de l'impunité la plus totale, protégés par les gouvernements congolais successifs. Je vous le dis, mesdames et messieurs les députés, et je vous le répète, car ce sont des faits. Les FDLR sont aujourd'hui un allié stratégique de Kinshasa, en coalition avec les forces armées congolaises. Il va sans dire que le FDLR/FARDC incarne une menace sécuritaire pour le Rwanda, non seulement encouragée par la RDC, mais également tolérée par la communauté internationale et la MONUSCO, qui est censée les désarmer depuis 25 ans. Aux atrocités que ce groupe commet dans l'est de la RDC, et cela à plusieurs occasions, s'ajoutent des incursions meurtrières sur le sol rwandais en violation flagrante de notre souveraineté et de notre intégrité territoriale. Les circonstances ne se prêtent pas à un exposé détaillé de ces drames, mais permettez-moi d'en citer quelques-uns pour illustrer l'ampleur de ce phénomène avec, évidemment, une pensée pour les victimes et leurs proches. Le 18 mars 1997, les FDLR prennent d'assaut une école à Nyange, dans le nord du Rwanda. Sommés de se séparer entre Hutus et Tutsis, les élèves refusent et la grande majorité est exécutée à coups de balles et de grenades. Moins d'un an plus tard, le 19 janvier 1998 à Rubavu, 35 employés d'une brasserie sont froidement abattus dans leur bus. Le 23 décembre 1999, toujours à Rubavu, près d'une cinquantaine de civils, dont des femmes et des enfants, sont tués à bout portant. Certains brûlés vifs. Nous avons projeté des images qui vous permettent de regarder à chaque moment les éléments que je suis en train de décrire dans mon propos liminaire. Sur des cas plus récents, en octobre 2019, le même groupe frappe à Kinigi, site touristique emblématique près du parc de Virunga, abritant les mythiques gorilles au dos argenté. Résultat, 14 morts, que des civils. En juin 2022, mesdames et messieurs, leurs roquettes lancées par les FDLR FARDC pleuvent sur les districts rwandais de Musanze et Burera en pleine préparation du sommet du Commonwealth. Dernièrement, le 26 janvier 2025, dans une fuite en avant, après la prise de Goma par le M23, les FDLR/FARDC pilonnent à l'aveugle la ville frontalière de Rubavu, touchant
216 habitations, tuant 16 civils et blessant 177 autres. En presque 30 ans, la barbarie est restée la même, systématique, ciblée et profondément anti-civile. De plus, depuis la bataille de Goma que je viens de mentionner, il est prouvé, mesdames et messieurs les élus, qu'une attaque de grande envergure sur le sol rwandais était en préparation. Une attaque menée par les FDLR/FARDC, les milices Wazalendo, les forces armées burundaises, la force régionale Samir RDC, ainsi que des mercenaires européens, principalement venus de la Roumanie et dont certains ont servi dans la Légion étrangère. Des stocks d'armes importants, des stocks de munitions, une artillerie lourde, des mortiers, des missiles longue portée, des missiles anti-aériens et drones kamikazes ont été retrouvés à moins de 5 km de notre frontière. Ces armes n'étaient pas orientées vers le théâtre des opérations contre les M23, mais en direction de positions civiles rwandaises. Je vous le répète, mesdames et messieurs, ces armes étaient bel et bien dirigées vers des enfants, des femmes et des hommes rwandais. C'est donc en vertu de cette menace existentielle qui perdure depuis plus de 30 ans que le gouvernement rwandais a mis en place des mesures de défense pour prévenir que le conflit ne déborde pas sur notre territoire et surtout pour protéger la population rwandaise. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, aujourd'hui, si la coalition FDLR-FARDC constitue une menace pour le Rwanda, la mécanique infernale du génocide est toujours à l'œuvre en RDC. Depuis des siècles, les populations rwandophones congolaises sont présentes dans la région du Kivu, bien avant le découpage des frontières hérité de la conférence de Berlin de 1885. Au lendemain des indépendances, ces populations y sont persécutées à cause de leur identité. À l'arrivée des génocidaires, un grand nombre d'entre eux ont été assassinés, des femmes ont été violées, et c'est tout un peuple qui a été poussé à l'exil sans que le gouvernement de Kinshasa ne s'y oppose. Le Rwanda abrite à ce jour plus de 100 000 réfugiés congolais victimes de ces atrocités, tandis que l'Ouganda en accueille plus de 400 000. Ce sont ces populations-là que le M23 défend. Le M23, je le rappelle, étant un mouvement congolais et qui se bat pour les droits des populations congolaises. Mesdames et messieurs les élus, le mardi 11 mars 2025, certains députés de partis représentés ici ont été scandalisés, et ce à raison, par des propos tenus sur des questions liées au contrôle au faciès, des propos qui ont été jugés inacceptables, insupportables, racistes et voire discriminatoires. Imaginez un instant, imaginez maintenant un pays, la RDC, où le simple fait d'avoir un certain faciès, d'être assimilé à un Rwandais, à un Tutsi, constitue une condamnation à mort. L'exécution sommaire de Tutsi et de toute personne perçue comme rwandaise est devenue la norme. Pire encore, ces actes de barbarie sont exhibés sans honte sur les réseaux sociaux. Des appels à la haine sont lancés et encouragés jusqu'au plus haut sommet de l'État, ouvrant la voie à toutes sortes de dérives dont, pardonnez-moi de le préciser, des actes de cannibalisme envers leurs compatriotes rwandophones. Mesdames et messieurs les députés, le député Justin Bitakwera, un ancien ministre et figure influente, proche du président Tshisekedi, a déclaré en juillet 2023 que chaque Tutsi est un criminel né. Chaque Tutsi est un criminel né, ayant le même créateur que le diable.
L'actuel ministre de la Justice, Constant Mutamba, a appelé à plusieurs reprises à la chasse aux populations rwandophones, promettant même de libérer les prisonniers qui vont se consacrer à cette tâche. Le ministre d'État et porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a récemment inventé l'expression « le poison rwandais ». Une infamie qu'il a répétée sans honte dans ses interviews sur les chaînes françaises de TV5 et France 24. Ce vocabulaire est désormais régulièrement employé par les autorités de la RDC, illustrant parfaitement la montée en puissance d'un discours de haine et de stigmatisation à l'égard du peuple rwandais. Ceci reflète une stratégie de propagande délibérée visant à alimenter un climat de méfiance et d'animosité au sein de l'opinion congolaise, publique congolaise, africaine et internationale. Je vous laisse imaginer les conséquences que cela pourrait avoir sur un long terme. Mesdames et messieurs les députés, cette haine est aggravée par la mauvaise gouvernance, la corruption généralisée et la gestion opaque et prédatrice des ressources de la RDC. Tandis que l'attention est détournée vers le conflit à l'Est, le véritable pillage des richesses congolaises se poursuit ailleurs, dans le Haut-Katanga, dans le Lualaba, où les mines de cobalt et de cuivre sont exploitées au bénéfice d'intérêts étrangers et d'un cercle restreint de dirigeants au sommet de l'État. Prenons un peu de recul, mesdames et messieurs. Ne nous contentons pas du narratif simpliste, erroné, qui réduit le conflit actuel aux minerais présents à l'est de la RDC. Les causes profondes de l'instabilité dans la région sont connues. Elles sont historiques et politiques. Le Rwanda et la RDC se situent sur la même zone géologique, riche en minerais, appelée la ceinture de Kibaran. Croire que cette richesse géologique s'arrête aux frontières coloniales est une absurdité. Le Rwanda est riche en ressources naturelles, y compris en or, le wolfram, le coltan et autres minerais stratégiques nécessaires pour la transition énergétique et la souveraineté de l'Europe. Mesdames et messieurs les députés, le Rwanda est en faveur d'une solution durable au conflit par la voie politique et le dialogue. C'est dans ce cadre que nous avons toujours soutenu les processus de paix entrepris depuis la réémergence de ce conflit en octobre 2021. Aujourd'hui, la médiation africaine, incarnée par le processus conjoint de la communauté d'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe, présente une voie crédible pour une paix durable dans la région. Le Rwanda accueille positivement les récentes avancées dans ce processus et nous appelons la France et l'Union européenne, par la voix de ses représentants, à soutenir ces solutions africaines aux problèmes africains, autant sur la forme que dans le fond. L'appel injuste fait par certains pour des sanctions contre le Rwanda sape ses efforts et pousse Kinshasa à s'enfoncer davantage dans la voie militaire, mais surtout n'apporte pas de solution aux causes profondes de ce conflit. Ne nous demandez pas de choisir entre des sanctions et la défense de notre territoire, car nous choisirons toujours de protéger notre nation. Mesdames et messieurs les députés, pour conclure, j'aimerais souligner qu'une solution politique durable, assortie de garanties de sécurité à long terme pour le Rwanda, nous permettra de nous consacrer de nouveau au travail sérieux et urgent de développement de notre pays et de l'intégration économique de notre région.
Le Rwanda s'efforce depuis 3 décennies à bâtir un pays uni, un pays stable et réconcilié. Le conflit n'arrange personne et ne bénéficie à personne. Depuis plus de 6 mois, de multiples initiatives de paix ont été menées et le Rwanda a toujours fait et tout fait pour qu'elles aboutissent de son côté. Le régime de Kinshasa a par contre tout fait pour les saboter. Malgré les avancées du sommet de Dar es Salaam, malgré la rencontre des chefs d'État de Doha et le nouveau processus conjoint de la communauté est-africaine et d'Afrique australe, pas plus tard que lundi soir, mesdames et messieurs, pas plus tard que lundi soir, le président Tshisekedi tenait encore des propos incendiaires vis-à-vis du Rwanda. Je le répète, le Rwanda a toujours souhaité un règlement politique et sécuritaire durable pour la région. À cet égard, le Rwanda est déterminé à travailler avec toutes les parties afin de respecter les engagements pris, en particulier dans le cadre du processus conjoint de la communauté est-africaine et d'Afrique australe, ainsi que d'autres initiatives complémentaires. Cependant, mesdames et messieurs les députés, la sécurité du Rwanda est non négociable. Et c'est pour cette raison que nos mesures de défense resteront à ses frontières jusqu'à la levée de cette menace existentielle. Le Rwanda veut la paix, les Rwandais et les Rwandaises veulent vivre en paix. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur, pour avoir bien expliqué la logique dans laquelle se trouve le Rwanda, en revenant notamment à l'origine du conflit, la nécessité bien sûr de protéger votre État. Les questions sur lesquelles je vous ai sollicité, je pense, vont trouver un écho parmi les intervenants à présent. Je ne vais pas les rappeler là pour ne pas prolonger et rallonger votre intervention, mais je les ai toujours en tête. Et donc, la discussion va commencer maintenant avec les groupes politiques de la Commission des Affaires étrangères. Et le premier intervenant est Laurent Mazori, et il représente le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Et je passerai la parole ensuite à M. Jean-Paul Lecoq et à M. Guillaume Bigot, dans l'ordre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'Ambassadeur, la Commission suit avec la plus grande attention l'évolution de la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs, en particulier dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces dernières semaines, la reprise des affrontements autour de Goma et Bukavu a provoqué une grave détérioration de la situation humanitaire, avec des centaines de milliers de déplacés et de nombreuses victimes civiles. Dans ce contexte, les accusations d'implication directe du Rwanda aux côtés du M23 ne cessent de se renforcer. Plusieurs rapports indépendants, notamment ceux du groupe d'experts des Nations Unies, font état de la présence de plusieurs milliers de militaires rwandais opérant en RDC en appui aux forces du M23. Ces éléments ont d'ailleurs été repris dans la résolution 2773 du Conseil de sécurité, adoptée en février dernier, qui appelle explicitement au retrait sans condition des troupes rwandaises du territoire congolais. Par ailleurs, plusieurs partenaires internationaux du Rwanda, dont l'Allemagne et le Canada, ont récemment décidé de suspendre leur aide bilatérale au regard de cette situation et de la responsabilité qui est imputée à votre gouvernement. Dans ce contexte, nous souhaitons vous entendre de manière claire et précise. Comment le Rwanda peut-il continuer à nier toute implication alors que les faits documentés et les prises de position internationales convergent vers une responsabilité directe de votre pays dans la déstabilisation de l'Est de la RDC? Par ailleurs, comment peut-il soutenir, et c'est surtout ce point, le M23 accusé de crimes majeurs, et notamment d'exécution d'enfants et de très nombreux viols? Pensez-vous possible, Monsieur l'Ambassadeur, que votre pays puisse donc arrêter ce soutien au M23 et démontrer ainsi la volonté de paix que vous venez encore à l'instant d'affirmer devant nous et dont nous vous faisons crédit? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur l'Ambassadeur, si vous voulez bien répondre. Merci beaucoup, monsieur le député, pour cette question et je compte y apporter tous les éclaircissements possibles sur ce point. Première question relative à l'implication du Rwanda. Nous avons, de par la voix de mon ministre des Affaires étrangères,
et toutes les autorités politiques du Rwanda réfuter, et je veux le réaffirmer ici, s'il vous plaît, réfuter la présence de troupes rwandaises sur le sol congolais. Nous n'avons pas de troupes rwandaises sur le sol congolais. Cependant, et comme j'ai dit dans mon discours, nous avons pris des mesures défensives à nos frontières pour la raison suivante. Lorsque vous avez de l'autre côté 22 000 hommes de force congolaise, 18 000 forces Wazalendo, des miliciens, 12 000 hommes de la force burundaise, 4 000 hommes de la force Samir RDC, 4 000 hommes de la force MONUSCO, toutes qui convergent ou qui proposent, les preuves sont là, d'attaquer le Rwanda, nous mettons des mesures à notre frontière pour s'assurer qu'il n'y ait aucune incursion, malgré qu'il y ait des tentatives, qu'il n'y ait aucune incursion sur notre territoire. La seconde question relative au soutien au M23. Monsieur le député, nous ne soutenons pas le M23. Certes, nous comprenons leur combat parce que, comme je l'ai expliqué dans mon propos liminaire, voici une force qui défend des populations rwandophones se trouvant dans les terres du Kivu, sur leurs terres, et lorsque des résolutions ou des experts leur demandent de se retirer, ils vous répondent se retirer pour aller où? Ils sont chez eux. Ce sont des Congolais d'expression rwandaise, mais ce sont des Congolais. Des Congolais dont une partie d'entre eux a pris les armes pour défendre les leurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons plus de 100 000 réfugiés congolais au Rwanda et plus de 400 000 en Ouganda. Sur votre dernière question, possible d'arrêter l'implication du M23, c'est ça? Écoutez, le soutien au M23, je crois que j'avais déjà répondu sur le soutien au M23 et je m'arrêterai sur ce point-là. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Je donne la parole à présent pour la gauche démocrate et républicaine à Monsieur Jean-Paul Lecoq. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'Ambassadeur, quand je vous ai écouté depuis le début de votre propos sur le chemin qui me relie à l'Assemblée nationale, j'avais l'impression d'avoir déjà entendu ce discours. C'est souvent un discours utilisé pour justifier l'injustifiable. Le fait de dire on se défend, on agresse, mais c'est pour se défendre, c'est pour défendre notre population. On est dans un contexte où par exemple, Poutine en Ukraine, et je crois que le sujet est abordé ce matin, dit « J'ai défendu les populations russophones du Donbass ». On a la même expression de M. Netanyahou qui défend Israël et c'est pour ça qu'il envahit la Palestine, etc. On a maintenant le roi du Maroc qui dit « Le Sahara occidental, c'est à moi ». Et donc j'interviens, c'est pour défendre, etc. Et d'ailleurs, il me faudra des terres supplémentaires qui se trouvent en Algérie, en Mauritanie, jusqu'au fleuve Niger. Et vous avez les mêmes expressions. Moi, mes questions, elles sont simples. Puisqu'il y a débat, donc je ne vais pas savoir qui a raison, qui a tort. La justice internationale est là pour ça. Moi, je n'ai pas la capacité d'enquête. Ce que je sais, c'est que ma force politique, le Parti communiste, a pris position et a défendu le peuple rwandais quand il y avait le génocide et a pris position et a réagi à ce moment-là. Ce que je sais, c'est que des matières premières sont actuellement extraites du Congo et vendues à l'échelle internationale. Par qui? Est-ce que c'est le Rwanda qui vend ces matières premières? Au nom de quoi? Enfin voilà, il y a quand même des sujets là-dessus. Le M23 est armé, est solidement armé. D'où viennent les armes? Est-ce que c'est mon pays, la France, qui vend des armes au M23? Je sais que mon pays vend des armes au Rwanda. Est-ce que ces armes ont été volées par le M23 dans les casernes rwandaises? Et donc, moi, je ne vous ai pas interrompu, M. Berville. Je n'étais pas là quand vous parliez, mais je ne vous ai pas interrompu tout à l'heure. Hein. Et donc, est-ce que c'est ça? Et puis, comment à l'échelle internationale, beaucoup d'observateurs, jusqu'à l'ONU, dit il y a un sujet, le Rwanda est en train de bafouer le droit international, ne respecte pas les règles des peuples, et vous venez nous expliquer qu'il n'y a pas de sujet. Est-ce que vous avez raison contre la communauté internationale? Est-ce que la communauté internationale a quelque chose contre le Rwanda qui fait que tous contre un,
j'aurais aimé aussi que vous précisiez les choses dans ce domaine. Merci beaucoup, Monsieur Lecoq. Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, Monsieur le député, Monsieur Lecoq. Je veux commencer par votre dernier point. La communauté internationale a quelque chose contre le Rwanda? Je ne sais pas. Je reprends dans ce sens. Vous vous rappellerez toujours en 1994, la communauté internationale n'a rien fait. Elle a observé. Elle a observé pendant qu'un génocide d'un million de personnes, parce que Né Tutsi était en train de s'exécuter. Alors, nous avons appris notre leçon. Et 80 ans déjà, l'Holocauste. À l'époque, on avait dit plus jamais ça, never again. 94, juste avant que le génocide se passe, on a dit never again. Mais il s'est passé. On a appris notre leçon, on s'est dit, quoi qu'il arrive, on mettra tous les moyens, aussi modestes soient-ils, en notre possession, pour que le plus jamais ça ne se fasse au Rwanda ou dans notre région. Parce que tous les signes annonciateurs dans l'est de la RDC, vu les discours de haine, vu les propos discriminatoires, vu la chasse aux Tutsis, sont en train de se passer. Les discours de haine, vous avez vu on vous a montré une image, ce que dit l'actuel porte-parole du gouvernement en parlant du poison rwandais, le ministre de la Justice qui parle de chasse aux Tutsis, aux rwandophones, et vous dites qu'il n'y a pas de signe. Je ne sais pas. Votre question par rapport aux armes, nous ne vendons pas d'armes au M23 et nous ne recevons pas d'armes. La France ne vend pas d'armes au Rwanda. Je voulais apporter cette précision. Merci beaucoup. Monsieur s'il y a une question Il y avait une autre question sur la question des ventes de minerais ou de matières premières. Très bien. Et puis sur la vente d'armes, la question n'était pas exactement celle-là, elle était d'où viennent les armes. Est-ce que vous avez des informations, vous, sur la provenance et la façon dont le M23 s'équipe? Il y a cette question-là. D'où viennent les armes? Oui, merci pour cette question. Mais là, je vais vous demander de vous adresser aux représentants du M23. Et je suppose qu'ils pourront vous dire d'où viennent les armes. Je ne suis pas leur porte-parole et je ne peux répondre à cette question. Et la première question, c'était sur les matières premières. Peut-être qu'on va y revenir avec plus de précision. Comme je l'ai dit dans mon propos préliminaire, le Rwanda a des ressources minières très importantes. De l'or, du coltan, du wolfram, du tungstène, de la cassitérite et bien d'autres. Je vous invite, monsieur le député, à venir au Rwanda, visiter ces mines, visiter le nombre d'entreprises autour de 90 qui se trouvent sur notre territoire. Et vous savez, nous avons prôné la transparence et la traçabilité. Je suis sûr que vous êtes au courant que suite à la demande de l'Union européenne, mesdames et messieurs les députés, un MOU a été signé sur la traçabilité et la transparence dans le secteur minier avec le Rwanda en juin 2024. Donc il y a transparence, il y a traçabilité, et ce, contrairement à ce qui se passe en RDC. Je vous remercie. Merci, monsieur l'ambassadeur. La parole à présent pour le Rassemblement national à Guillaume Bigot. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, chers collègues, monsieur l'ambassadeur, j'aurais pu vous interroger sur les 120 tonnes de coltan extraits chaque mois de la mine congolaise de Rubaya qui se retrouvent sur votre sol et exportés au profit du Rwanda. Mais je préfère vous demander de bien vouloir nous éclairer sur le protocole d'accord signé par votre gouvernement avec l'Union européenne et qui concerne les chaînes de valeur durables et résilientes, que ces choses-là sont bien dites, pour les matières premières critiques. Pourriez-vous notamment nous éclairer sur la feuille de route entre l'Union européenne et le Rwanda sur l'exploitation des terres rares? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député Bigot. Je crois que j'avais répondu en partie quand je parlais du secteur des mines.
Si on peut peut-être mettre la slide sur la projection sur les recettes des exportations, ça va vous donner une idée du secteur minier rwandais. Alors, oui, je vais répondre. Parce que autant vous parlez de Rubaya, autant je vais vous préciser que nous avons du coltan au Rwanda. Nous ne prenons pas de coltan dans le Rubaya. Et là encore, il y a une petite confusion qui est faite, encore une fois. L'exploitation du coltan de Rubaya, une exploitation artisanale, elle est faite, comme vous, je l'ai dit dans la presse, et elle profite aux populations qui sont sur place, mais il ne faut pas confondre cette exportation. J'ai vu des rapports des experts qui parlent de 320 000 $. Et ce n'est pas ça qui va venir au Rwanda, ça c'est sûr. Dans le cas du Rwanda, nous avons du coltan qui est exploité et qui est exporté en Europe. La feuille de route, je pourrais vous partager le document plus tard, si vous voulez, en rapport avec le protocole d'accord signé avec l'Union européenne. Mais encore une fois, je vais insister sur ce principe. D'un côté, nous prenons la transparence, mesdames et messieurs, et la traçabilité dans le secteur minier. Je pense que quelque chose qui devrait être non seulement encouragé par les députés qui sont là, et bien d'autres par des entreprises qui sont rassurées, qui sont aujourd'hui rassurées que le Rwanda a une transparence. Et cette transparence permet d'avoir encore plus d'entreprises qui viennent sur le secteur au Rwanda, plutôt que d'aller dans la sous-région. Merci. Monsieur Bigot. Oui, enfin, le coltan extrait sur votre territoire ou sur le territoire de votre voisin, c'est un peu comme le pétrole extrait ici ou là. C'est impossible de savoir. C'est un coltan, c'est pas marqué Made in Rwanda ou Made in République démocratique du Congo dessus. Vous voyez, c'est le problème. Et là, en l'occurrence, ces 120 tonnes, ils passent bien de l'autre côté. Je suis désolé, monsieur le député, ces tonnes ne passent pas du côté du Rwanda. Et j'aurais compris si le Rwanda n'avait pas de coltan, mais le Rwanda a du coltan. Et encore une fois, comme je l'ai proposé à votre collègue, je vous invite. Vous ne voyagez pas ensemble, d'accord. J'invite à venir. Vous avez seul le micro pour l'instant. J'entendais quelqu'un me... Oui, mais j'avais pas parler, mais vous avez le micro. Merci, monsieur le député. Monsieur Bigot. Ultimement, bon, d'abord, moi, je voyage avec tout le monde. Mais surtout c'est le sujet, c'est est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce protocole d'accord avec l'Union européenne et la feuille de route, enfin, ce qui est prévu avec l'Union européenne concernant ces chaînes de valeur. Merci. J'ai appuyé le mauvais bouton, excusez-moi. La feuille de route est précise. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un document qu'on peut vous partager à la fin de cette session. Et encore une fois, c'est un document qui est focalisé sur la transparence et la traçabilité des minerais qui proviennent, je précise, mesdames et messieurs les députés, qui proviennent du Rwanda. Je vous remercie. Je donne la parole à M. Hervé Berville pour Ensemble pour la République. Et ensuite, M. Aurélien Taché et M. Alain David se préparent. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur l'ambassadeur, de votre présence. Comme vous l'avez dit, depuis, et comme ça a été dit par le gouverneur de la province du Sud-Kivu, depuis plus de 40 ans, la région des Grands Lacs est en proie à des conflits récurrents, avec, bien évidemment, des populations qui sont les premières victimes. Depuis plus de 40 ans, la question à la fois des ressources minières, mais aussi la question politique, est au cœur des différents conflits entre les pays de la sous-région. Alors moi, Monsieur l'ambassadeur, j'avais 3 questions assez simples. La première, quelles sont la nature de vos liens, du lien entre le Rwanda et le M23, que ce soit financière ou en termes d'armes, comme ça a été évoqué. La deuxième, pouvez-vous nous dire, et savez-vous combien de populations rwandophones se trouvent à l'est du Congo, et savons-nous dire à peu près le nombre de génocidaires Hutus qui se sont réfugiés dans cette région? Et la dernière question, que comptez-vous faire au cours des prochains mois pour faire en sorte que la paix se trouve dans cette région, et quelles seront les mesures, notamment humanitaires, que vous pourrez prendre pour assurer que les exactions, les massacres, les atrocités s'arrêtent dans cette région?
Et, Monsieur le Président, si vous me permettez, nous sommes à quelques jours de la commémoration du génocide des Tutsis. Et je le dis parce que je viens d'entendre une conversation où je veux qu'elle soit au compte-rendu de nos travaux. J'ai entendu une collègue qui vient de dire « C'est fou, je cite, que tous les peuples victimes de génocide passent d'agressé à agresseur. » Madame Clémentine Autain. Et Madame la ministre Dominique Voynet vient de dire « Non, je continue parce que j'ai entendu. » Malheureusement, je le dis parce que je le dis. Et vous avez indiqué, Madame la ministre, ils ont une position victimaire. Dire ça en présence d'un ambassadeur, dire ça au moment où on est en train de commémorer le génocide des Tutsis, je trouve ça indécent. Et je comprends... Non, je termine. Non, mais attendez, vous avez le droit... Monsieur Berville, vous avez 15 secondes. Et je termine. Et je comprends pourquoi, pendant des décennies, la classe politique française a été incapable de faire la vérité sur ce rôle dans le génocide des Tutsis. Alors, Madame Autain, mais dans un format court, oui. Voilà, et qu'on puisse continuer l'audition, mais bien évidemment, vous avez la parole. Plusieurs éléments. Je pense que, vous voyez la distance, il y a des conversations primées et des prises de position politique. Donc, vous n'êtes pas mon porte-parole, donc vous n'avez pas à relater... Non, vous n'avez pas entendu ce que nous avons dit. Primo. Deuxièmement, pas de leçon à recevoir sur le Rwanda. Ma première question écrite comme parlementaire a été sur cette question du Rwanda pour que la France fasse toute la lumière sur les responsabilités de notre État dans le génocide du Rwanda. Donc, attention à ce que vous êtes en train de dire. Attention à ce que vous êtes en train de dire. Ce n'est pas une conversation. C'est pas une conversation. Madame Autain, la parole. N'insinuez pas des choses. Et Monsieur Berville. Mais enfin, c'est insensé. Je ne souhaite pas qu'il y ait une conversation. Donc, prenez la parole, terminez ce que vous avez à dire. Monsieur Berville, on écoute Madame Autain. Je pense que l'attitude de Monsieur Berville est un vrai problème pour notre commission. Ça n'est pas la première fois qu'il agit de la sorte. Et je pense qu'il faut mettre un terme à cette agressivité, le fait de parler quand je parle et de rapporter des conversations qu'il n'a pas entendues. Ce ne sont pas des manières de faire. Merci. Merci bien. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole pour répondre à Monsieur Berville. S'il vous plaît. Allez-y. Pour compléter ce que je pense, pour exprimer ma position, donc je lui dis sur le génocide, et oui. S'il vous plaît, et cela n'empêche pas commission d'être tout aussi lucide sur ce qui se passe aujourd'hui et les responsabilités du Rwanda. Quand on est juste, on l'est sur les principes et à tout niveau, tout le temps. Voilà, ça c'est ma position et c'est notre position. Merci. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, si vous permettez, je vais juste commencer par commenter un peu sur le... Ne vous y mettez pas vous aussi, Monsieur l'ambassadeur. Non, mais c'est une précision. Je vous en prie. Je n'ai pas entendu la conversation. Allez-y, j'essaie de mettre une touche. Juste une précision. On parle du génocide des Tutsis. S'il vous plaît. On parle du génocide du Tutsi, des Tutsis, pas du génocide du Rwanda. Et cette position victimaire, c'est vrai que elle est... Je trouve plus les mots. Nous sommes choqués, nous sommes indignés que de tels propos soient tenus. Monsieur l'ambassadeur, ça ne figure pas, monsieur l'ambassadeur, ça ne figure pas. Personne n'a pris la parole pour dire ça. Monsieur l'ambassadeur, répondez à la question de monsieur Berville. Personne n'a pris la parole pour évoquer ce point et cette position. Donc, je peux continuer, Madame la députée ? Monsieur l'ambassadeur a la parole. Sauf s'il n'y avait pas de micro, peut-être, mais j'ai entendu ce qui a été dit. C'est pour ça que j'ai commenté et je m'arrête là. Très bien. On va revenir sûrement sur des questions liées encore à cette situation. Je m'en tiendrai aux réponses, mais la question... Monsieur l'ambassadeur, répondez à monsieur Berville qui a posé une question. Vous n'écoutez pas ce qui est dit par ailleurs. Monsieur le Président, je vais répondre à monsieur le député Berville. 3 questions. La première liée à la notion du lien entre le Rwanda et le M23. Je crois que j'ai été précis tout à l'heure. Nous n'avons pas, le Rwanda n'a pas de lien avec le M23. Malheureusement, et ce n'est pas nécessairement à M. Berville, mais il y a ce narratif un peu simpliste où on pense
que parce que les gens du M23 parlent une langue qui est le Kinyarwanda, on pense qu'ils sont rwandais. Ce sont, je le précise, des Congolais. Et ils se revendiquent également comme Congolais. Il ne vous viendra pas à l'esprit, je pense, ici, de dire à un Strasbourgeois qui parle allemand qu'il est allemand. Même chose, le fait qu'ils parlent Kinyarwanda, que ce sont des populations rwandophones, ne les empêche pas d'être des Congolais. Donc nous n'avons aucun lien financier d'appui en armement avec le M23. Deuxième question. Population rwandophone à l'Est. Ah, pardon, c'était les mesures humanitaires. Nous avons offert notre appui au cas où... et regardez bien à la prise de Goma le 26 et les jours qui ont suivi. Nous avons reçu aussi bien les autorités officielles de la MONUSCO, des forces, plus de 300 mercenaires européens sont entrés au Rwanda, ont été reçus. Des militaires congolais, FARDC, qui fuyaient le combat, ont été reçus. Des populations congolaises ont été reçues et traitées de manière décente, digne, sur notre territoire. Nous invitons toutes les populations qui se sentent en danger et sont entrées au Rwanda de revenir s'il le faut. Le reste, c'était des commentaires dont on va éviter de revenir. Voilà. Oui, je crois que je réponds à la question. Très bien. Merci pour votre réponse. La parole à présent pour la France Insoumise à M. Aurélien Taché. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Le 7 avril, ce sera effectivement, ça a été rappelé, la journée internationale consacrée au génocide des Tutsis au Rwanda. Un concert était prévu en France à cette date, le concert Solidarité Congo. Vous avez demandé son report, Monsieur l'Ambassadeur, et vous avez eu raison. Rien ne doit pouvoir entraver le devoir de mémoire sur le génocide et l'horreur que vous avez justement rappelé. Mais rien ne doit non plus pouvoir entraver le devoir de solidarité avec le peuple congolais, aujourd'hui victime d'une guerre d'agression menée dans l'est de la République démocratique du Congo. Après la défaite temporaire du M23 en 2013, 11 pays de la région des Grands Lacs, dont le Rwanda, se sont mis d'accord pour mettre un terme au conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale et garantir la paix au Congo. Ce protocole d'Addis Abeba imposait à ces États le respect de toutes les souverainetés et proscrivait toute forme d'ingérence interne dans les pays voisins. Alors, Monsieur l'Ambassadeur, j'ai bien compris que vous nous disiez que votre pays n'avait aucun lien direct avec le M23. Tous les documents de l'ONU et des instances internationales disent l'exact contraire. Tout démontre qu'aujourd'hui, votre pays est le principal financeur de ce mouvement et que votre armée est même présente, malgré vos dénégations ce matin, sur le sol congolais. Vous nous dites qu'elle est là pour assurer finalement la sécurité de l'État rwandais et pour protéger la communauté Tutsi qui serait encore persécutée. Et si c'est vrai, c'est évidemment totalement inacceptable et il faudrait mettre un terme immédiatement. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme preuve de l'effectivité d'un seul acte attentatoire à la sécurité du Rwanda dans la période récente commis depuis le territoire congolais ou de cette persécution? Car tout porte à croire au contraire que l'objectif premier du M23 et de l'armée rwandaise est de capter les nombreux minerais que compte la région. Tout cela est en revanche parfaitement documenté. L'ONG Global Witness estime par exemple que 90% du volume de cobalt exporté par le Rwanda est introduit illégalement dans le pays depuis le Congo. Aucune action de groupe terroriste n'est effectivement tolérable, mais aucune action de groupe terroriste ne peut justifier non plus le massacre de populations civiles ou la volonté d'annexer un pays. Alors, Monsieur l'Ambassadeur, je vais vous poser une question simple. Est-ce que votre gouvernement compte ou non appliquer la résolution 2773 du Conseil de sécurité qui demande le retrait immédiat des troupes rwandaises et du territoire congolais et la cessation de tout appui au M23? Et est-ce que, puisque vous avez parlé de solution politique, la solution politique que vous imaginez, enfin celle que vous avez à l'esprit, garantira bien l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo? Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur l'ambassadeur, je vous laisse quelques secondes et vous avez la parole quand vous le souhaitez. Merci beaucoup, monsieur le député. Je crois que j'ai dit tout à l'heure, au risque de me répéter, les rapports des experts des Nations Unies, nous refutons, et je le dis, je le précise ici, les rapports des Nations Unies. Je suis désolé, ils ne sont pas la Bible, les rapports de ces experts.
Et encore une fois, il n'y a eu aucune autre preuve, sauf des rapports. Ils ne sont pas venus sur les territoires, ils ne sont pas venus sur le terrain. Ils étaient à Kinshasa et ont fait des rapports. Ils sont retournés à New York et ont écrit des rapports que nous refutons. Encore une fois, nous n'avons pas de troupes sur le sol congolais. Le fait que le M23 a fait cette expansion, allez poser la question au M23. Si l'armée congolaise est en débandade, ça c'est un problème interne entre le M23 et l'armée congolaise. Nous n'avons pas de troupes sur le territoire congolais. Ce qui fait que la résolution que vous citez, elle n'est pas applicable au Rwanda. Le retrait des troupes rwandaises du Congo, il n'y a pas de troupes rwandaises au Congo. Par contre, quelque chose qui est important, que nous voulons souligner par rapport au dialogue politique, est la chose suivante. Nous avions d'abord un processus de Luanda et ensuite le processus de Nairobi, où les deux qui ont été combinés récemment lors du sommet des chefs d'État qui a eu lieu le 8 février à Dar es Salaam. Il s'en est suivi des réunions des chefs d'état-major des armées, toujours à Dar es Salaam, suivi par des réunions des ministres des Affaires étrangères à Harare. Et là, je parle de la fusion des deux processus. Que s'est-il passé après? À chaque fois, regardez, c'est public, c'est dans les informations, monsieur le député, à chaque fois, la RDC a annulé ou n'a pas respecté ces accords. N'a pas respecté les conditions qui sont dans ces accords. Dernier élément, c'était Doha. Voilà que les deux chefs d'État se rendent à Doha, se rencontrent, signent des accords communs, un communiqué qui demande un cessez-le-feu, qui demande le dialogue entre le M23 et les autorités congolaises. C'était, je crois, la première fois qu'il acceptait de dialoguer. Le lendemain de cette réunion de Doha, le président Tshisekedi fait une interview dans le Figaro. Allez regarder l'article, où il parle de Pantin, en parlant du M23, où il revient sur la résolution 2773. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Nous avons là un leadership qui passe d'un accord et son contraire. Je ne vais pas revenir sur tous les accords, plus d'une dizaine d'accords signés à Bujumbura, à Nairobi, à Dar es Salaam, à Luanda, et qui n'ont jamais été respectés par la partie congolaise. Volonté politique, je pense qu'il faudrait vous adresser à Kinshasa. S'il y a volonté politique, les choses vont se résoudre. Nous avons toujours précisé que nous souhaitons un dialogue politique, nous souhaitons la paix dans notre région. Personne n'a intérêt à ce qu'un conflit s'éternise. Je vous remercie. J'avais oublié de préciser, vous avez parlé des récentes attaques. Je crois qu'ils ont enlevé la slide. Vous avez entre 97 et 2025, il y a eu plus de 30 attaques. Entre 2018 et 2025, nous avons compté plus de 20 attaques et incursions au Rwanda, monsieur le député. Et à chaque fois, nous en avons informé les autorités compétentes. Les Nations Unies, la structure IGLR, c'est une structure en anglais, je vais revenir sur le terme si nécessaire. À chaque fois, nous avons informé les autorités compétentes. Qu'est-ce qu'il en a été? La communauté internationale a pris note. Vous avez tous pris note, mais rien n'a été fait. C'est ce que je voulais préciser sur ça. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'ambassadeur. La parole pour le groupe socialiste et apparenté à monsieur Alain David. Merci, monsieur le président. Monsieur l'ambassadeur du Rwanda, la France a soutenu la résolution 2773 du 21 février dernier qui réaffirme l'attachement de la communauté internationale à l'intégrité territoriale de la RDC, sa condamnation des offensives du M23, soutenue par la force de défense rwandaise, et sa réprobation absolue des violations du droit humanitaire et des atteintes aux droits de l'homme. D'ailleurs, les soupçons d'un conflit instrumentalisé afin de piller les ressources naturelles des provinces du Nord et du Sud Kivu
ont récemment conduit le Parlement européen à adopter une résolution demandant à l'Union européenne de suspendre l'accord sur les minerais rares signé en 2024 avec votre pays. On ne peut que regretter que les médiations de l'Angola et du Kenya n'aient pas permis d'apaiser la situation et espérer que celle du Qatar, engagée le 18 mars dernier à Doha, permettra de placer la région sur le chemin de la paix. Pouvez-vous, Monsieur l'ambassadeur, nous préciser les éléments de blocage qui ont fait échouer les médiations précédentes et nous présenter les demandes portées par la partie rwandaise dans le cadre de la démarche dite du processus fusionné de l'Organisation des États de l'Afrique de l'Est et de l'Organisation des États de l'Afrique australe. Merci. Merci, Monsieur le député. Question précise, Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le député. Oui, comme vous dites, Monsieur le Président, question précise, réponse précise. Les éléments de blocage, si je peux le résumer en un seul mot ou deux mots, pour être précis. La volonté politique. La volonté politique de Kinshasa de mettre les conditions qui sont signées à chaque sommet, à chaque réunion en œuvre. Tant que, et c'est public, Monsieur le député, tant qu'on va dans un sommet, on s'entend sur des points précis, sur des conditionnalités, de cessez-le-feu, neutralisation des FDLR, dialogue direct avec le M23. Tant qu'on s'entend, on signe des accords, et qu'on rentre à Kinshasa et qu'on change totalement, là, on n'y peut rien. Depuis quelques semaines, nous avons entendu la ministre des Affaires étrangères de Kinshasa parler de... Je pense qu'il est temps de commencer à faire un dialogue. Mais vous avez vu que ce nouveau message, cette volte-face vient du fait que, malheureusement, le M23 est en train de prendre plus de territoire et que je pense Kinshasa se sent acculé et décide maintenant de passer au dialogue. C'est une bonne chose. Il est important de continuer à dialoguer. Mais pour nous, il n'y a pas que le dialogue. Il faut que du côté du Rwanda, on nous garantisse la sécurité. Il faut que du côté du Rwanda, monsieur le député, les FDLR/FRDC soient neutralisés. Voici ma réponse sur ce point-là. Merci. Merci beaucoup. La parole à présent pour le groupe écologiste et social à monsieur Jean-Louis Rumégas. Et puis, en conclusion de ce premier tour, nous aurons madame Maudepetit pour les démocrates. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur, c'est peu dire que la situation au nord et sud Kivu est extrêmement préoccupante. Selon les observateurs de l'ONU, l'offensive éclair du groupe M23 a été aidée par 4000 soldats rwandais et qui mènent contre l'État congolais renforce le chaos qui règne dans la région depuis plus de 30 ans. D'après les chiffres de l'ONU, en 3 mois seulement, des centaines de milliers de Congolais ont dû fuir. Plus de 100 000 se sont réfugiés dans les pays voisins. Des centaines d'exécutions sommaires ont eu lieu dans les villes tenues par le M23, tandis que les violences sexuelles ont augmenté. Tout cela a été évoqué. La situation sécuritaire tendue et la fermeture de l'aéroport de Goma empêchent les humanitaires de répondre aux besoins des populations. Derrière ces drames humains, on voit apparaître une motivation très claire pour le M23 s'emparer des ressources minières. Le Rwanda nie toute implication dans le commerce de ces minerais de sang, mais les rapports de l'ONU, encore une fois, attestent le contraire. Il apparaît qu'une route de contrebande achemine chaque mois plus de 120 tonnes de coltan de la mine de Rubaya, tombée aux mains du M23 depuis mai 2024, vers la frontière rwandaise. Les chiffres sont parlants. Les exportations de minerais de votre pays ont doublé en 2 ans, passant de 1046 à 2070 tonnes, tandis que les recettes du secteur minier ont augmenté de 42%. Même si le Rwanda possède ses propres mines, comme la mine de Dumac, et les fait visiter aux journalistes, les experts internationaux sont formels. Les ressources minières du Rwanda ne suffisent pas à expliquer l'explosion des exportations.
explosions qui, en vertu de l'accord d'association de l'UE avec le Rwanda, se font largement à destination de l'Europe. Plus récemment, après l'adoption de sanctions par l'UE contre les responsables rwandais, votre pays a décidé de suspendre toute relation avec la Belgique, considérée comme la principale instigatrice des sanctions. Toute l'aide belge aux ONG rwandaises et internationales est désormais interdite. Encore une fois, ce sont les civils qui subiront les conséquences de cette crise qui se rajoutent à la crise. Alors, monsieur l'ambassadeur, en quoi la suspension de la coopération avec la Belgique, notamment l'interdiction de son aide aux ONG, sert-elle réellement les intérêts du peuple rwandais, alors que cette aide bénéficie en grande partie aux populations les plus vulnérables? Merci. C'est un aspect qu'on n'a pas vu encore, hein, cette question sur l'aide humanitaire, et qui est une question absolument centrale si on tient compte des populations et de l'état dans lequel ces populations vivent actuellement. Merci. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci beaucoup, Monsieur le député. Deux éclaircissements, et je crois que je vais commencer par le secteur minier sur lequel vous avez beaucoup insisté. Vous savez, Monsieur le député, le Rwanda a mis en place il y a 7 ans une stratégie ambitieuse. Je vais un peu aller dans le détail pour vous expliquer pourquoi il y a une telle croissance et en revenus et en exportation de nos minerais. Le Rwanda a mis en place une stratégie ambitieuse visant à accroître la valeur ajoutée, mesdames et messieurs, la valeur ajoutée des minerais et autres matières premières que nous avons au Rwanda. Cette initiative s'inscrit bien entendu dans notre vision à long terme de transformation économique du Rwanda. Et l'un des objectifs clés de cette stratégie est de positionner le Rwanda et notre capitale en particulier comme un hub incontournable pour les échanges de matières premières et les services financiers. En intégrant donc des infrastructures modernes et en mettant en place un cadre réglementaire attractif, le Rwanda aspire à devenir une plateforme de référence pour la transformation et la commercialisation des ressources naturelles qui se trouvent sur son territoire. Et de surcroît, mesdames, messieurs les députés, elle attire aujourd'hui beaucoup d'investisseurs dans ce secteur-là. Et dans le cadre de cette politique, dès 2018, une fonderie d'étain a été mise au service, permettant de traiter et de purifier l'étain extrait du Rwanda. En 2019, une raffinerie d'or, la première sur le continent africain, a été inaugurée, offrant la possibilité, messieurs les députés, de transformer l'or brut en lingots de haute pureté. Et plus récemment, en 2024, une raffinerie de Tantale a commencé ses opérations, renforçant ainsi la capacité du Rwanda à traiter localement les minerais stratégiques utilisés notamment dans les technologies de pointe. Vous savez, cette stratégie de valeur ajoutée pour le Rwanda, elle a été appliquée comme le fait depuis des années la Belgique ou la Suisse. Anvers, c'est la plateforme d'export de diamants et de l'or. Mais je ne pense pas qu'il y a une seule minerai d'or à Anvers, monsieur le député. Ces nations, bien qu'elles ne possèdent pas elles-mêmes ces ressources, elles ont su développer un écosystème performant. Là, je parle de la Suisse et de la Belgique. Performant, leur permettant de capter cette valeur ajoutée significative en transformant des minerais bruts en produits finis. Et c'est ce que nous, le Rwanda, nous essayons de faire. Votre deuxième question sur la fermeture de l'aéroport de Goma, monsieur le député. C'est lié. Ben, l'aéroport de Goma, vous avez fait un commentaire sur l'aéroport de Goma, je vais y revenir, et puis sur l'aide humanitaire. L'aéroport de Goma. L'aéroport de Goma, il a été fermé. Là encore, c'est des combats. Il n'a pas été fermé. Si vous prenez des images, je pense qu'il y en a de l'aéroport de Goma, il est impraticable. La tour de contrôle a été détruite par les forces armées congolaises et le FDLR, juste avant l'arrivée des M23. La piste est aujourd'hui impraticable. Si vous suivez les informations, vous avez vu qu'il y a quelques jours de cela,
la force sud-africaine s'est entendue avec le M23. Ils ont signé un MOU pour ensemble déminer la piste d'atterrissage et le taxiway pour que demain, des appareils lourds puissent atterrir sur la piste de l'aéroport de Goma et que cet aéroport soit rouvert. Et permettre, bien entendu, aux avions humanitaires de venir se poser encore sur Goma. Relation avec la Belgique? Oui, nous avons rompu nos relations avec la Belgique. Pour la simple raison suivante. Voici un pays qui connaît très bien notre histoire, avec qui nous avons une histoire très proche, qui a décidé de faire du lobbying dans toutes les capitales européennes, au niveau des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le FMI, pour que des sanctions économiques, mesdames et messieurs, soient prises. Ceci, pour nous, était inacceptable. Inacceptable. À quoi ça sert d'avoir une relation avec un pays qui prône que des sanctions soient prises contre lui, des sanctions économiques? Et nous assumons cette décision. Et bien entendu, même les ONG, on aura d'autres ressources. On n'a pas besoin de ressources belges pour que les populations rwandaises soient servies. Merci. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Peut-être pour prolonger la question, si vous me permettez, on a compris votre position sur les minerais, sur l'exploitation des minerais. On connaît bien sûr le développement économique du Rwanda, l'attractivité, vous l'avez rappelé, de plateformes de transformation sur l'étain, sur l'or, sur le tantal prochainement. Mais est-ce qu'on peut imaginer, Monsieur l'ambassadeur, que des opérateurs privés franchissent la frontière aujourd'hui à partir de mines situées dans l'est du Congo et se rendent au Rwanda justement pour profiter de ces installations ou de l'exportation? Est-ce que ça, c'est des trafics qui sont possibles et qui passeraient sous le spectre de la visibilité officielle? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Des opérateurs privés viennent au Rwanda. Et là, je vais prendre quelques exemples. Les opérateurs d'Afrique du Sud amènent leur or au Rwanda, brut, pour leur transformation en lingots. Et ils revendent, pas nécessairement sur les marchés européens, désolé de décevoir certains, mais ils les revendent sur les marchés de Dubaï. Les opérateurs d'Afrique de l'Ouest amènent leur or. J'ai entendu tout à l'heure mon prédécesseur parler de quelques opérateurs congolais qui traversent, qui donnent leur or, qui est transformé et qui repartent avec. J'ai entendu dire ça tout à l'heure. Qui repartent avec et qui vont le vendre sur Dubaï. Donc, et là encore une fois, je peux vous donner aussi des exemples chez les opérateurs européens. Nous avons beaucoup d'opérateurs européens qui viennent au Rwanda, font des transactions et réexportent ces matières premières valorisées en Europe. Merci beaucoup. Et bien entendu, il y a une traçabilité grâce à cette MOU qui a été signée avec le Rwanda. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Madame Maude-Petit pour le groupe Les Démocrates. Merci, Monsieur le Président. Votre Excellence, je vous remercie de nous accorder cette opportunité de dialogue, même si j'ai peut-être eu un peu le sentiment ce matin que nous sommes venus avec nos questions et que vous êtes venus avec vos réponses. Le conflit en République démocratique du Congo, particulièrement dans l'est du pays, est une tragédie humaine et sécuritaire qui mérite toute notre attention. Les tensions persistantes exacerbées par les activités du groupe rebelle M23 ont des répercussions graves sur la stabilité régionale et sur les populations civiles, vous en conviendrez. Le gouvernement congolais et les rebelles du M23 ont accepté de se rencontrer pour des négociations directes le 9 avril prochain à Doha, au Qatar. Ce sera la première rencontre directe depuis que le M23 a pris le contrôle de Goma et Bukavu en début d'année. La situation demeure instable, mais cette rencontre est porteuse d'espoir, car les affrontements sporadiques, les déplacements massifs de population et une crise humanitaire aggravée ont causé des millions de victimes. 6 millions de morts, 7 millions de déplacés internes, 375 000 enfants exposés au recrutement forcé. Et c'est depuis 1998 le bien triste bilan que les conflits en République démocratique du Congo auraient directement ou indirectement causé. Et ces chiffres ne cessent d'augmenter.
Depuis 2021, les affrontements ont repris de plus belle, et plus particulièrement dans le nord Kivu et le sud Kivu, deux régions frontalières du Rwanda. Les combats mettent aux prises les forces de l'armée congolaise à celles du M23, groupe rebelle opposé au gouvernement congolais, créé en 2012 par d'anciens membres des forces armées, majoritairement composés de combattants issus de la minorité ethnique Tutsi. Les rebelles revendiquent la défense des droits de cette communauté dans une région marquée par des tensions ethniques. Malgré les démentis de Kigali, et vous les avez encore repris ce matin, il est clairement démontré que le M23 bénéficie du soutien du Rwanda. Des experts de l'ONU ont souligné la présence de milliers de militaires rwandais aux côtés du M23 dans les territoires du Nord Kivu. Des photographies aériennes ont montré des mouvements de soldats du M23 équipés de matériel sophistiqué provenant, je vais le dire, probablement du Rwanda, tels que des véhicules blindés ou des systèmes de missiles anti-aériens. La France, mais aussi l'Union européenne et les États-Unis ont dénoncé ce soutien de Kigali au M23, ont demandé le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, sans résultat à ce jour. Votre Excellence, je souhaite vous faire écho des inquiétudes et interrogations d'un représentant de la communauté congolaise importante dans ma circonscription, avec qui j'échange régulièrement, notamment au sujet de votre audition de ce jour. Je me fais le relais de ces craintes pour que vous puissiez nous rassurer. Première question, comment justifiez-vous la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais? Avez-vous clairement appelé le groupe rebelle M23 à cesser les exactions dans l'État congolais? Deuxième question, pensez-vous que la rencontre prévue à Doha le 9 avril prochain soit vraiment porteuse d'espoir et qu'elle puisse ramener une paix durable entre vos deux États? Et enfin, troisième petit point que personne n'a évoqué, le français n'est plus la langue officielle du Rwanda au profit de l'anglais qui a été privilégié. Votre positionnement sur le retour du Rwanda au sein de la francophonie à travers l'OIF serait intéressant à entendre. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur l'ambassadeur. Trois gros blocs de questions, en tout cas thématiques. Trois gros blocs de questions. Je vais peut-être commencer par la dernière. Je pense parler français. Et je vous promets que la grande majorité de nos concitoyens parlent français. Mais surtout, préciser la chose suivante. Nous avons 4 langues officielles au Rwanda. Le Kinyarwanda, le français, l'anglais et le swahili. Madame, vous vous trompez. Je répète encore une fois, nous avons 4 langues officielles. Notre président n'a rien refusé de tout. Et encore une fois, vous avez fait allusion à la francophonie, mais j'espère que vous savez que la secrétaire générale de la francophonie est rwandaise et parle très bien français, cette belle langue de Molière. Donc sur ce point, je pense qu'on va pas, je ne vais même pas m'attarder dessus. Oui, nous n'avons jamais quitté la francophonie, madame. Et nous sommes membres de cette belle institution qui prône le pluralisme linguistique et qui, bien entendu, et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons ces 4 langues officielles qui sont parlées au Rwanda. Et je pense parler français. Tous mes collègues ici parlent français. Anglais, Kinyarwanda et Swahili. La rencontre à Doha. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous ne prenons que la paix. Et nous espérons que cette rencontre à Doha va produire, en tout cas, sera plus que... elle est la bienvenue. Il n'y a pas très longtemps, le 18 mars, les chefs d'État se sont rencontrés. Malheureusement, le lendemain, vous avez vu l'article dans le Figaro du président Tshisekedi qui tient un discours totalement opposé aux discussions qui ont eu lieu à Doha, pas plus longtemps qu'avant-hier, lundi, devant tout un peuple. Tout un peuple. Le président Tshisekedi a encore tenu des propos incendiaires vis-à-vis du Rwanda, même des propos négationnistes par rapport au génocide des Tutsis. Quand vous avez entendu tous ces propos, quand vous avez tous ces langages, j'ose espérer que Doha, la prochaine rencontre, va se tenir et sera produire des résultats positifs. Nous ne demandons que la paix. Nous ne souhaitons qu'un dialogue politique. Et nous souhaitons que ce dialogue se passe surtout entre le M23 et le gouvernement de Tshisekedi. Bien entendu, pour le Rwanda, et j'insiste sur ce point, il faut
qu'il y ait une garantie sécuritaire qui suppose neutralisation des FDLR. Merci beaucoup. La première, c'était... Ah oui, la présence des troupes. Je crois que j'ai été précis. Je ne voulais pas revenir dessus, madame. Nous n'avons pas de troupes rwandaises sur le territoire congolais. Les images, je peux vous montrer des images de troupes d'autres pays. Mais il n'y a aucune image, sauf si vous pouvez me partager ces images. Et encore une fois, nous réfutons les propos et les allégations tenues par les experts des Nations Unies. Merci, monsieur l'ambassadeur. Nous avons 4 orateurs inscrits. La parole est à madame Nadège Abamangoli. Et puis, dans l'ordre, madame Pascale Gau, madame Christine Engrand et madame Amélia Lacrafi. Monsieur l'ambassadeur, merci pour votre présence. L'Est de la République démocratique du Congo, cette région frontalière avec le Rwanda, est encore meurtrie, en effet, par les stigmates du génocide des Tutsis par les Hutus, dont nous commémorons bientôt le funeste 35e anniversaire. Et je le dis, nous condamnons tout discours xénophobe et toute menace à l'égard du peuple rwandais. Mais justement, la sous-région ne doit pas replonger dans l'horreur. Les hommes et les femmes de l'Est de la RDC souffrent. 7 millions de déplacés, des crimes de guerre, des viols, des pillages de ressources. La présence de milices adossées à divers États voisins crée le chaos. Il faut mettre fin aux spirales de violence, aux discours de haine, à la loi du talion, à la catastrophe humanitaire. Monsieur l'ambassadeur, en dépit de vos dénégations, la présence de troupes rwandaises en RDC et son soutien à l'une des milices les plus violentes, le M23, est pointé par l'Organisation des Nations Unies. Nous le répétons à chaque fois qu'il est possible, notre boussole, c'est le droit international, la diplomatie au service des peuples et de la paix. Pour faire la paix, il faut être 2, voire 3 dans le cas présent. Les tentatives de médiation entre la RDC, le M23 et le Rwanda ont été infructueuses jusqu'à ce 18 mars qui a vu l'émir du Qatar réunir les présidents Kagame et Tshisekedi et laisser entrevoir la perspective d'un cessez-le-feu. Il faut faire des pas pour lever les doutes et montrer votre volonté de mettre fin aux violences. Aussi, puisque vous indiquez que la question des minerais qui aggravent les violences n'est pas au cœur de la crise au Congo, le Rwanda est-il prêt à accepter la mise en place d'un mécanisme africain ou international d'ailleurs sur la certification et de la traçabilité des minerais de la région des Grands Lacs ? Voilà, merci Madame la députée pour cette question de résolution de traçabilité des minerais dans la zone des Grands Lacs. Un mécanisme international parce que je pense que c'est la garantie aussi qu'il y ait une volonté de toutes et tous d'arriver vraiment à ce que si cette question n'est pas la question centrale, c'est ce que vous avez dit, or beaucoup d'États le pensent et il se trouve qu'il y a quand même aussi une exploitation voilà, de cette question économique dans le secteur, en fait. Et y compris quand même des milices qui sont présentes de longue date et qui terrifient les populations. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, madame la députée, et merci pour ces précisions. Le secteur des mines, je vois que c'est un secteur, en tout cas, qui passionne non seulement les députés, mais beaucoup d'opérateurs économiques. Parce qu'encore une fois, il s'agit de millions ou de milliards de revenus pour certains. Mais en l'occurrence, je le précise ici, surtout pour des compagnies étrangères, européennes, occidentales. Ce sont ces compagnies qui exploitent le cobalt, le cuivre dans les régions du Katanga et dans la région du Lualaba. Ce sont des compagnies européennes, mesdames et messieurs les députés. Alors, si nous avons, et à l'initiative, à la demande, madame la députée, de l'Union européenne, accepté et signé un accord de traçabilité avec l'Union européenne, traçabilité et transparence dans le secteur des mines. On le ferait très volontiers et on invite des pays africains, s'il faut qu'ils en signent, ou l'Union africaine, à signer un accord similaire.
Pourquoi serions-nous transparents avec l'Europe et ne pas avec notre continent africain? Nous inviterons, s'il y a un accord à signer, on a signé l'équivalent, même avec l'Europe, on signerait volontiers avec une institution africaine, l'Union africaine ou d'autres institutions qui sont dans le secteur des mines. On va le signer volontiers, puisqu'on l'a signé avec l'Europe, avec l'Union européenne, pour être précis. Je vous remercie. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Madame Pascal Gaud. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur, les crimes de guerre et les violations des droits humains sont sévères, très sévères dans la région. Je suis là. Et la question des violences faites aux femmes est une immense préoccupation. Médecins sans frontières a d'ailleurs lancé un cri d'alarme en indiquant que le nombre de femmes soignées après avoir été victimes de violences sexuelles est sans précédent. Quelles mesures votre pays met-il en œuvre pour accompagner les victimes, notamment celles qui trouvent refuge sur votre territoire? Quelles actions envisagez-vous au niveau régional pour garantir une protection et une prise en charge efficace? Merci. Monsieur l'ambassadeur. Oui, merci beaucoup, Madame la députée. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos préliminaire, et nous sommes engagés dans le cadre des processus. Au départ, il y avait deux processus, le processus de Luanda et le processus de Nairobi. Ces deux processus ont été fusionnés depuis le 8 février de cette année. Des processus qui ont un objectif précis: arrêt des hostilités, cesser le feu, et je vais juste en citer 2 ou 3, cesser le feu, neutraliser les FDLR, et bien entendu le dialogue entre le M23 et les autorités congolaises. Nous sommes toujours engagés à ce que ce processus fusionné de la communauté est-africaine et l'Afrique australe soit respecté. Nous nous sommes rendus à toutes les réunions. Nous avons signé tous les accords. Et même sur un plan technique, il y a eu ce que nous appelons le CONOPS, le concept d'opérationnalisation, qui devait mettre en œuvre, là c'est au niveau expert militaire et expert en tout cas en la matière, qui devait mettre en œuvre tous les éléments possibles pour que nous en arrivions à la paix. Nous nous sommes rendus à Doha, notre président de la République. Nos chefs d'état-major des armées se sont rendus à Dar es Salaam. Notre ministre des Affaires étrangères s'est rendu à Harare. Tout ça dans un objectif précis, s'assurer qu'il y ait un dialogue politique et s'assurer que ces accords soient mis en œuvre. Bien entendu, il y a toujours un manque de volonté politique, malheureusement de l'autre côté, qui fait que cette mise en œuvre prend beaucoup de temps à se faire. Merci. La parole à présent, Madame Christine Engrand. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur, nous ne pouvons pas rester de marbre face à ce qui se passe dans la région des Grands Lacs. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo reste très critique et le rôle du Rwanda dans cette crise soulève de nombreuses interrogations. D'un côté, les institutions congolaises sont d'une extrême faiblesse, ce qui crée un terreau favorable à l'instabilité. Mais de l'autre, le Rwanda est accusé de soutenir militairement le M23, un groupe rebelle congolais depuis 2021. Un schéma déjà observé en 2012 et 2013. À l'époque, une pression internationale concertée avait conduit au retrait du M23, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous avez parlé, Monsieur l'ambassadeur, de volonté politique pour faire cesser cette guerre qui dure depuis 30 ans. Peut-on espérer, et c'est ma question, que le rendez-vous de Doha du 9 avril amène enfin un accord de paix durable et réel? Merci. Merci, Madame la députée. Monsieur l'ambassadeur. Nous espérons également que les annonces. Merci, Madame la députée. Je vous ai refait un peu l'historique sur les différents accords, sur les différentes rencontres. En répondant à la question précédente sur les différentes rencontres qui ont eu lieu, sur les sommets qui se sont tenus, à chaque fois, il y a eu des changements de dernière minute ou toujours ce manque de volonté politique pour mettre en œuvre ces actions. Nous espérons que cette rencontre prévue le 9 avril entre le M23 et les autorités congolaises à Kinshasa porte ses fruits. Et comme vous tous,
comme vous tous, et comme je l'ai dit en conclusion de mon propos préliminaire, nous souhaitons la paix. Et nous espérons qu'il y aura cette paix entre eux et les Congolais. Parce qu'une région déstabilisée, un pays aussi grand qu'un continent, 4 fois la taille de la France, 4 fois. Si cette région est déstabilisée, nous sommes tous déstabilisés. Tous. Et nous n'avons aucun intérêt, Madame la députée, que cette région reste déstabilisée. Vous savez, les échanges transfrontaliers entre Goma et Lubavu sont les plus importants dans le monde. Les statistiques le montrent. Pas en volume, ni en échange monétaire, mais en termes d'échanges qu'il y a entre frontières, ils sont les plus importants dans le monde. Et aujourd'hui, pour qu'ils continuent à avoir des échanges, je crois tout à l'heure, mon prédécesseur parlait d'échanges économiques. Il y a intérêt, nous avons tous intérêt qu'il y ait cette paix. Et nous espérons que ce M23 et les autorités de Kinshasa mettront tout en œuvre pour appliquer cette paix. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Dernière intervention, celle de Madame Amélia Lacrafi, qui a la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur, vous avez affirmé que le M23 est une armée congolaise défendant des Congolais réfugiés dans votre pays, au Burundi et d'autres. Pourtant, plusieurs rapports, et ça a été dit plusieurs fois par tous mes collègues, documentent un soutien logistique et militaire du Rwanda. Vous avez contesté la fiabilité de ces rapports. Dans ce contexte, comment concilier, voire réconcilier votre position officielle avec les faits documentés sur le terrain, et quelles garanties le Rwanda peut-il offrir pour démontrer qu'il ne poursuit aucun agenda d'ingérence en RDC? Et au-delà de ce face-à-face tendu, comment le monde francophone pourrait-il jouer un rôle utile pour apaiser les tensions, protéger les civils et favoriser un dialogue de confiance? Kigali serait-il prêt à accueillir une initiative de médiation des institutions francophones? Merci pour votre question. C'est la dernière ce matin, à moins qu'on en rajoute une en dernière minute. C'est à vous, Monsieur l'ambassadeur. Nous gardons la meilleure pour la fin. Merci beaucoup, Madame Lacrafi. Merci beaucoup pour cette question. Au risque de me répéter, oui, nous réfutons les rapports faits par les experts des Nations Unies parce que nous n'avons pas de troupes sur le territoire congolais. Donc, la garantie que nous souhaitons, c'est la garantie que nous demandons. Nous avons toujours demandé une garantie de sécurité à notre frontière. Garantie de sécurité qui suppose, Madame la députée, qu'il y ait une neutralisation des FDLR. Et c'est très important pour nous, parce que, encore une fois, les gens ont tendance d'oublier et réduisent malheureusement le conflit qu'il y a en RDC, dans l'est de la RDC, à juste le M23, le FDLR, qui a commis un génocide, mesdames et messieurs, le FDLR, maintenant en coalition avec les FARDC, et oublie totalement les 200 autres groupes rebelles qui se trouvent dans cette région. Oublie totalement les forces ADF, une force islamiste qui fait des massacres innommables dans le nord du Kivu, dans l'Ituri. Ça, on omet de dire ça. Et même dans certains rapports des Nations Unies, on revient encore sur les exactions du M23 et on oublie, ou en tout cas les médias oublient de relever toutes les exactions commises par les FARDC et /FDLR, les exactions commises par les miliciens Wazalendo, les exactions commises par les forces burundaises sur place et les exactions commises par les mercenaires européens. Donc la garantie que nous souhaitons, Madame la députée, c'est surtout une garantie de sécurité à notre frontière. Et pour cela, elle suppose qu'il y ait une neutralisation des FDLR. Je vous remercie. Merci. La parole à Hervé Berville, qui l'a souhaité. Merci, Monsieur le Président. Une petite question, après avoir entendu les différentes interventions, qui demeure, c'est à l'heure des réseaux sociaux, de portables qui peut être dégainé partout, tout le temps, des images satellites. Comment expliquez-vous qu'une majorité de personnes, et on l'a vu ici à l'Assemblée nationale, je n'en fais pas partie, considère qu'il y a l'armée rwandaise dans cette région? Alors que
vous l'avez un peu évoqué, si c'était le cas, ça fait 6 mois, 1 an ou même 3 ans qu'on aurait vu au moins une vidéo de quelqu'un pris avec son smartphone avec une colonne de l'armée rwandaise. Donc comment vous expliquez que le narratif continue d'être que le principal responsable de ce qui se passe est l'armée rwandaise, alors qu'a priori, au vu du manque d'images, ce n'est pas le cas? Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ne sais pas si c'est un adage ou c'est peut-être moi qui vais l'inventer, mais on dit souvent qu'un mensonge répété ne veut pas dire que ce soit une vérité. 1. Et de 2, oui, comme vous le dites si bien, Monsieur le député, s'il y avait eu force rwandaise sur le terrain, sur le territoire congolais, des images auraient été, des vidéos auraient été filmées, et on aurait vu ces hommes rwandais sur le territoire congolais. Nous ne sommes pas sur le territoire congolais. Par contre, ce qui nous fait extrêmement mal, et je pense même, c'est voir des images sur les réseaux sociaux. Des images, et là je parle de certains Congolais, pas tous, encore une fois, pas tous, de certains Congolais qui s'en vantent, des images de Congolais qui brûlent leurs frères congolais, prennent un individu, faciès rwandais, rwandophone, lui mettent un pneu et le brûlent. Et ensuite, je m'excuse de revenir sur ça, le mangent. C'est des images inimaginables. Mais aujourd'hui, ce sont ces images-là que nous avons. Ce sont ces images-là que nous avons sur les réseaux sociaux. Ces images qui devraient même être bannies, mais bon, c'est ça, les images sociales, c'est ça le réseau social. Les réseaux sociaux, et des fois, on ne le contrôle pas. Par contre, non, il n'y a pas de force rwandaise sur le territoire congolais. Merci, monsieur Masseur. Madame Maude-Petit. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président, pour cette dernière question. Très innocemment, vraiment, j'aimerais savoir quelles sont les relations aujourd'hui entre les différentes ethnies du Rwanda, puisque on sait que de nombreux conflits se sont déroulés depuis longtemps sur votre sol, parce que les ethnies Hutus et Tutsis n'arrivaient pas à s'entendre, je vais dire les choses de façon diplomatique. J'aimerais savoir aujourd'hui comment vivent ces communautés ensemble au sein de votre pays. Merci. Merci. Je pensais qu'aujourd'hui on parlait du Congo, de l'Est du Congo, mais je vais quand même répondre à cette question sur le Rwanda. Je pense que vous n'avez pas toute l'information, parce que, rappelez-vous, 1994, un génocide se passe, 1 million de personnes sont tuées parce qu'elles sont nées Tutsi. Mais depuis, allez dans l'histoire, allez dans ces 30 ans, 31 années pour être précis, il n'y a jamais eu d'instabilité. Le Rwanda n'a jamais été aussi stable de par son histoire, je vais la limiter, depuis l'indépendance. Le Rwanda n'a jamais connu la paix que pendant ces 30 dernières années. Nous avons mis en place, Madame la députée, un programme de Ndumunyarwanda. On ne parle plus d'ethnie, et encore une fois, je vais mettre entre guillemets Tutsi, Hutu ou quoi. Nous sommes tous des Rwandais. Je ne veux pas vous demander si vous êtes bretonne ou alsacienne ou martiniquaise. Ici, on le dit encore beaucoup. C'est très bien que vous le dites. C'est très bien que vous le dites. Vous êtes martiniquaise, j'en suis ravi. Mais chez nous, nous sommes d'abord Rwandais. Nous ne sommes ni Tutsi, ni Hutu, ni toi, nous sommes Rwandais. Et nous avons prôné cette politique et qui porte ses fruits. Le Rwanda est réconcilié, le Rwanda est un pays uni et le Rwanda est un pays qui avance. Merci. Nous allons entendre Madame Stella Dupont et ensuite je suspendrai la séance. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur l'Ambassadeur pour la clarté de vos propos. Mais après avoir conduit les 2 auditions à suivre ce matin, c'est vrai que je suis dans l'expectative sur les pistes qui, nous l'espérons tous, seraient en capacité de résoudre la situation terrible et les drames terribles connus sur vos territoires respectifs. Ma question, c'est une petite question en définitive. J'ai entendu, vous avez répété
un nombre de reprises qu'il n'y avait pas de troupes rwandaises en RDC. Pour autant, ma question porte sur une nuance, c'est-à-dire, ok, j'entends votre affirmation, malgré les dénégations présentées dans des rapports, mais j'entends votre affirmation. Est-ce que vous pouvez répondre à la question suivante, qui est de dire, mais est-ce que vous avez assez de troupes qui ne sont pas, selon vous, rwandaises, apportées, et est-ce que votre pays apporte un soutien à ces troupes d'une quelconque manière? Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, madame la députée. À quelle troupe fait allusion? Parce que... Pardon, monsieur l'ambassadeur, effectivement. Je parlais du M23. Je pense que ce sera la question qui sera revenue le plus au cours de cette session. Je comprends qu'elle vous préoccupe beaucoup. Vous avez raison qu'elle vous préoccupe beaucoup. Mais au risque de me répéter, nous n'avons pas de lien et nous n'appuyons pas le M23. Le M23, c'est souvent, et c'est public, c'est sur YouTube, c'est sur leur chaîne, vanté à chaque fois qu'il avançait, prenait des armes, prenait des équipements des troupes congolaises qui étaient en débandade, des forces armées officielles congolaises et /FDLR qui étaient en débandade. Tant mieux pour eux. Et c'est tout ce que je peux dire à ce point. Maintenant, s'il y a des précisions que vous voulez avoir au niveau du M23, je vous invite à essayer de ou les contacter ou contacter leurs représentants et qui vous diront d'où proviennent leurs armes et leur équipement militaire. Mais en tout cas, au niveau du Rwanda, je voulais insister sur ce point, nous ne soutenons pas militairement cette force qui se trouve en République démocratique du Congo. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, ainsi que l'ensemble de vos collaborateurs qui sont présents ici. On espère bien évidemment que d'abord la situation militaire va s'améliorer et puis que la diplomatie internationale fera son œuvre le plus rapidement possible pour mettre un terme à cette situation absolument insoutenable. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Allez-y, allez-y. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.